Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va poursuivre le chapitre sur le deuxième principe de la thermodynamique. Alors je vous rappelle ce qu'on a vu et l'architecture de ce cours. Ce qu'on a vu mardi dernier, c'était, la nécessité de se doter d'un principe, en plus du 1er principe de la thermodynamique, qui permet juste de, de vérifier la conservation de l'énergie. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est davantage que ceci et on aimerait être capable de donner des informations sur le sens des transformations. Autrement dit, on aimerait répondre aux questions, est-ce que cette transformation, peut se dérouler ou pas? Est-ce que cette transformation est réversible ou irréversible? Et si elle est irréversible, quelles sont les causes d'irréversibilité? Pour ça, donc ce qui permet de répondre à cette question, à ces questions, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, qui est un principe d'évolution. Le premier principe de la thermodynamique est un principe de conservation de l'énergie, et le deuxième principe est un principe d'évolution. Donc ça, c'est le grand 1, nécessité de se doter d'un principe d'évolution. Dans le grand 2, on a vu l'énoncé du deuxième principe de la thermodynamique, et dans le grand 3, donc ce qui va concerner cette vidéo, on va voir des expressions, les expressions des variations d'entropie dans des cas particuliers importants que sont le cas du gaz parfait, le cas d'une phase condensée idéale et le cas d'un changement d'état. Donc voilà la séance du jour. On avait commencé le grand 3 avec, donc le gaz parfait. Donc je vous rappelle que ces formules de variation d'entropie exprimées en fonction de 3 jeux de variables, ces formules-là ne sont pas à connaître. Non plus la relation de Mayer et les expressions des capacités thermiques à pression et volume constant. Donc ce n'est pas à connaître. On en était à cet exercice d'application. Non plus. Alors on en était aux lois de Laplace, dont on avait fait une partie. Voilà, on en était là. Donc en utilisant l'expression de la variation d'entropie pour un gaz parfait en variable PV, retrouver la loi de Laplace, PV gamma est égal à une constante. Autrement dit, ce qu'on veut, c'est démontrer les lois de Laplace. Et je vous rappelle qu'il y a donc 3 lois de Laplace, mais qu'elles disent la même chose, mais différemment. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre la première, dont l'expression est la plus simple, PV gamma égale à constante, et d'être capable de retrouver les deux autres simplement en utilisant la loi d'état des gaz parfaits. Ça, on l'avait fait pour une, et je vais le remontrer dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, la méthodologie, c'est on va partir de cette expression de la variation d'entropie, exprimée en variables T et V, et on va retrouver la première loi de Laplace qui s'exprime PV gamma est égal à une constante. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est exploiter, utiliser, mettre à profit les conditions d'application des lois de Laplace. Les lois de Laplace sont valables dans le cas où on a un gaz parfait qui subit une transformation qui va être adiabatique et réversible. Et on a montré que si une transformation est adiabatique et réversible, alors elle est isentropique. Par conséquent, en écrivant que le terme de droite est égal à 0, parce que pour une transformation isentropique, delta S est égal à 0, alors il faut retrouver, alors pardon, c'est celle-ci en variable PV, donc en écrivant que ce terme de droite est égal à 0, eh bien essayez de retrouver que PV gamma est égal à 0. Allez-y, vous mettez la vidéo sur pause et vous cherchez ceci, cette consigne. Alors regardons la démonstration. Donc je pars de l'expression de delta S en variable P et V, et je dis que dans le cas d'une transformation adiabatique et réversible, on a une variation d'entropie qui est nulle. Par conséquent, j'ai cette égalité-là. Là, je vais pouvoir simplifier par NR divisé par gamma moins 1, ce qui me donne cette ligne-là.
Pour passer de cette ligne à la ligne du dessous, j'utilise une propriété de la fonction logarithme népérien qui est que ln de, alors le tout a à la puissance x, ça va être x ln de a. Donc ça me permet de faire rentrer ce facteur multiplicatif gamma ici en exposant. Et pour passer de cette ligne à la ligne du dessous, j'utilise une autre propriété de la fonction logarithme népérien qui est la suivante, ln de a plus ln de b est égal à ln du produit a fois b. Par conséquent, j'obtiens ceci, et je sais que si ln de x vaut 0, alors c'est forcément que x est égal à 1. Par conséquent, on a P2 V2 puissance gamma divisé par P1 V1 puissance gamma qui est égal à 1, ou, autrement dit, P1 V1 puissance gamma est égal à P2 V2 puissance gamma. Donc on dit que le produit PV gamma vaut la même chose dans l'état 1, dans l'état initial, que dans l'état 2, qui est l'état final. Par conséquent, on peut réécrire ça de manière plus compacte en écrivant PV gamma est égal à une constante. Et donc on a bien retrouvé, vous voyez, la première loi de Laplace, enfin une des trois lois de Laplace. Une remarque, ce gamma ne s'applique que sur le volume. Sinon, on aurait dû écrire PV gamma avec des parenthèses, une parenthèse avant le P, une autre parenthèse avant le V. À partir de cette loi de Laplace, PV gamma égale à constante, il faut être capable de retrouver les deux autres. Alors moi je suis parti à chaque fois de celle-ci, PV gamma égale constante, et en utilisant la loi d'état des gaz parfaits, mais bien exprimée pour faire apparaître la seconde variable souhaitée, eh bien on retrouve comme ça les deux autres lois de Laplace. Donc si je pars de PV gamma égale à constante, et que j'exprime P pour faire apparaître T, eh bien vous voyez que ce que je vais avoir, donc P, je le remplace par nRT divisé par V, donc je vais avoir V puissance gamma divisé par V, ce qui fait apparaître ce V puissance gamma moins 1, qui est égal à une constante. Je mets en forme pour obtenir la forme souhaitée, et ça me donne T V gamma moins 1 est égal à une constante sur NR. Et puisque on a un système donné, sous-entendu on a un système qui est fermé, il n'y a pas de matière qui sort, pas de matière qui rentre, donc N est égal à une constante. Et ce terme-là, constante sur NR, est égal à une autre constante. Donc on a bien TV puissance gamma moins 1 qui est égal à une constante. Et enfin, troisième loi de Laplace, donc je repars toujours de PV gamma est égal à une constante. Là, la variable que je veux faire sauter en quelque sorte, c'est le volume. Donc j'isole le volume d'après la loi d'état des gaz parfaits, j'obtiens V est égal à nRT sur P, et cette valeur de V, je l'injecte ici là. Donc ça me donne P, facteur de nRT sur P, le tout à la puissance gamma, est égal à une constante. Je mets en forme pour obtenir la forme souhaitée. Ça me donne P puissance 1 moins gamma, parce que j'avais P divisé par P puissance gamma. T, je l'ai à la puissance gamma, et ensuite il me reste NR à la puissance gamma. Ceci est égal à la constante. En faisant passer le nr gamma de l'autre côté, j'obtiens constante sur nr puissance gamma, qui pour les mêmes raisons donne aussi une constante, parce que gamma c'est égal à Cp sur Cv, et on peut considérer que Cp et Cv sont des constantes. L'exercice d'application, on l'avait traité en classe. Alors j'ai rajouté ce complément sur les gaz parfaits, même si c'est pas directement en lien avec un calcul d'entropie. Ça permet de comparer donc visuellement les courbes adiabatiques et les courbes isothermes dans le diagramme de Clapeyron. Alors déjà, il y a un abus de langage qui est toléré, c'est de parler de courbes adiabatiques dans le diagramme de Clapeyron. En fait, c'est pas une courbe adiabatique, c'est la courbe donc représentative d'une transformation adiabatique et réversible, autrement dit une transformation isentropique. Donc dans le diagramme de Clapeyron, ce qui est à retenir, c'est la chose suivante, c'est que dans le diagramme de Clapeyron, en un point donné où les courbes adiabatiques et isothermes vont se croiser, eh bien on va avoir les courbes adiabatiques ou la courbe adiabatique au point considéré qui va avoir une pente négative plus importante. Donc pour une courbe adiabatique, ça va être plus pentu que pour une courbe isotherme.
Donc ça, c'est un critère qui peut être intéressant pour, une fois qu'on a cette connaissance, pour en un coup d'œil, être capable de distinguer une courbe adiabatique d'une courbe isotherme dans le diagramme de Clapeyron. Donc ici, visuellement, ici le diagramme de Clapeyron qui est un diagramme qui représente l'évolution de la pression en fonction du volume. En ce point donné, eh bien ici vous voyez qu'on a 2 jeux de courbes. On a des courbes qui sont gris clair et des courbes qui sont gris foncé et on voit que les courbes gris clair ont une pente plus importante. Alors si on veut être rigoureux, c'est plus importante en valeur absolue ou bien on peut dire une pente qui va être plus négative qu'une autre. Donc la pente qui est plus négative ici, c'est celle-ci, les courbes gris clair, et c'est pareil dans tous les autres points. Donc les pentes des courbes gris clair sont plus négatives que les pentes des courbes gris foncé. Alors on me dit que ici, ce qui est représenté en gris clair ce sont les diabatiques et en gris foncé ce sont les isothermes. Par conséquent, uniquement sur des critères d'observation de ce diagramme-là, on en conclut ce que j'ai fait apparaître ici en gras, que la pente de la courbe adiabatique est plus forte en valeur absolue que la pente de la courbe isotherme. Et là, on a tous les outils théoriques pour prouver ceci. Donc essayons de prouver ceci. Et pour ça, ce qu'on va faire, on va calculer les expressions des pentes bah, pour chaque type de courbe, pour une courbe isotherme et pour une courbe adiabatique réversible, et on va les comparer. Et on sait d'ores et déjà quel résultat on doit trouver. Allez-y, vous mettez la vidéo sur pause et vous creusez un peu la cervelle pour essayer de voir comment partir. Alors dans ce calcul, il y a 2 difficultés. Il y a déjà lancer le calcul, autrement dit, répondre à la question: «Qu'est-ce qu'on doit calculer?» Et ensuite, il y a une difficulté qui est d'ordre plus mathématique, qui porte sur les dérivés, sur le traitement des dérivés. Alors nous, on sait qu'une pente, ça correspond à ce qu'on appelle, de manière mieux définie en maths, c'est ça revient à calculer un coefficient directeur. Donc nous, ce qu'on veut faire, je le reformule, on veut déterminer l'expression du coefficient directeur à la tangente à la courbe, que la courbe soit une adiabatique, que la courbe soit isotherme, en un point donné. Et on veut comparer ces coefficients directeurs et on sait d'ores et déjà quel résultat on doit trouver. On doit trouver que le coefficient directeur associé à la tangente à la courbe adiabatique est, en valeur absolue, plus important que le coefficient directeur que le coefficient directeur de la tangente associé à la courbe isotherme, et ça c'est donc en valeur absolue. Comment faire pour calculer une pente? Comment faire pour calculer un coefficient directeur? Bah, ça revient à calculer une dérivée. En notation physique, ça revient à calculer dP sur dP. On veut regarder comment varie la pression quand varie le volume. Donc on veut calculer la variation de pression par rapport au volume, et ça correspond bien au calcul de nombre dérivé. Donc je vais distinguer les deux cas, courbe isotherme, courbe adiabatique. Une fois qu'on a dit ça, là maintenant, on passe à de la technique. Pour une courbe isotherme, on a PV est égal à nRT0, donc T0 est une constante, donc tout ceci, nRT0 est une constante. Par conséquent, on peut écrire que la pression est égale à une constante divisée par le volume. Et là, on retrouve bien l'allure des isothermes. Je calcule dP sur dV. Donc dP sur dV, pardon, c'est la dérivée de P par rapport au volume. Une fois qu'on a dit ça, là, on se place en cadre connu. C'est comme si on avait f de x était égal à une constante sur x et qu'on souhaitait calculer f' de x. F' de x, c'est la dérivée de f par rapport à x. Et bien par conséquent, nous on sait que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, donc on transpose, et ça nous donne que la dérivée de p par rapport à v, soit dp sur dv, est égale à moins constante sur v carré. Et on sait que cette constante, elle est égale à PV. Par conséquent, ça me donne moins P sur V au carré. Je fais une simplification d'un terme de volume et ça me donne moins P sur V. Donc au point considéré, et le point qu'on considère ici, c'est le point de coordonnées V0, P0. Par conséquent,
au point considéré, eh bien on a le nombre dérivé qui vaut moins P0 divisé par V0. On fait exactement la même chose pour la courbe adiabatique. On sait que sur une courbe adiabatique, donc adiabatique c'est un abus de langage, c'est adiabatique et réversible, alors les lois de Laplace s'appliquent parce qu'on a un gaz parfait. Par conséquent, on a la relation PV gamma est égale à une constante. Donc P est égal à cette constante divisée par V puissance gamma, que j'exprime sous cette forme-là, qui va m'être plus utile pour calculer la dérivée, est égal à une constante fois V puissance moins gamma. Si je dérive cette expression de la pression par rapport au volume, eh bien c'est comme si je devais dériver f de x qui est égal à x puissance n. Et ça, nous, on sait que ça donne n fois la dérivée. Donc de x, ça fait 1. Donc ça fait n fois x puissance n moins 1. Ben ici, on fait la même chose avec l'exposant n qui vaut moins gamma. Par conséquent, ça va me donner la constante fois moins gamma, donc ça c'est l'équivalent de mon n, fois v puissance, et ça c'est l'équivalent de mon n moins 1. Cette constante, je vais pouvoir la remplacer par PV puissance gamma. Donc ça me donne PV puissance gamma fois moins gamma fois V puissance moins gamma moins 1. Là, je fais les simplifications possibles. Vous voyez que ici, V puissance gamma fois V puissance moins gamma moins 1, ça me donne V puissance moins 1, soit 1 sur V, ce qui me donne au final moins gamma fois P puissance V. Et donc, au point considéré, le nombre dérivé vaut moins gamma fois P0 divisé par V0. On compare, on résume, au final, on a, pour une courbe adiabatique, moins gamma fois P0 divisé par V0, et pour une isotherme, on a moins P0 sur V0. Et bien, puisque nous, on sait que gamma est strictement supérieur à 1, là, je vous ai remis la démonstration ici, puisque gamma est strictement supérieur à 1, alors on va avoir cette pente-là qui, en valeur absolue, va être plus importante que l'autre. Et on a bien démontré que la pente d'une courbe adiabatique était en valeur absolue plus importante que la pente d'une courbe isotherme. Ok, donc c'est ce qu'on a ici en valeur absolue, la pente de la courbe adiabatique est plus importante que la courbe isotherme, ou dit différemment, cette pente-là est plus négative que cette pente-là de la courbe rouge. Donc à connaître le résultat et la démonstration, comme toutes les démonstrations de cours, elles vous donnent des armes, elles vous donnent des outils pour faire face à un grand nombre de situations dans les exercices, dans les sujets, dans les problèmes. Donc premièrement, on a vu entropie d'un gaz parfait. Deuxièmement, on va voir l'entropie d'une phase condensée idéale. Donc on considère une phase condensée idéale, donc un corps qui soit solide ou liquide, de masse petit m, qu'on fait passer d'une température initiale T1 à une température T2. Et on suppose que sur cette plage de variation de température, la capacité thermique du corps est constante. Première question, écrire la forme infinitésimale du deuxième principe. Donc ça, ds est égal à delta SE, donc ça c'est euh, la quantité infinitésimale d'entropie échangée, et ça c'est la quantité infinitésimale d'entropie créée. Et ds, c'est une variation infinitésimale d'entropie. Donc ça, je le martèle, ça c'est variation infinitésimale avec la notation d, et petit delta, c'est quantité infinitésimale. Le but, là qu'on se fixe, c'est de trouver l'expression de la variation donc macroscopique delta, grand S, donc delta S, pour cette transformation-là. Ça, c'est l'objectif qu'on a. On veut trouver la formule qui permet de calculer la variation d'entropie pour une phase condensée idéale. Pour ça, on va partir de la forme infinitésimale du deuxième principe et apporter toutes les, toutes les modifications, toutes les applications qu'on peut. Puisque c'est une fonction d'état, les états initial et final étant fixés, ben, on peut imaginer le chemin qu'on veut pour aller de cet état initial à l'état final. Par conséquent, ce qu'on va faire pour pouvoir faire des calculs les plus simples possibles, ben, on va considérer un chemin réversible qui amène de l'état initial à l'état final. Donc l'état initial, c'est le corps à la température T1, état final, corps à la température T2.
Par conséquent, puisqu'on imagine un chemin réversible, eh ben, on sait que sur un chemin réversible, pour une transformation réversible, il n'y a pas d'entropie créée. Donc ce terme-là, delta SC est égal à 0. Par conséquent, il me reste ds est égal à delta SE, et on sait que delta SE est égal à delta Q sur la température du thermostat. Et ici, on fait l'hypothèse que la phase condensée, le corps pur, n'est en contact avec un seul thermostat. Donc vous voyez que la somme ici se résume à un seul terme. Puisqu'on considère un chemin réversible, réversible c'est quasi-statique plus renversable, et quand il y a quasi-statique, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre le système et l'extérieur. Donc s'il y a un équilibre, il y a notamment un équilibre thermique. Ce que ça implique, c'est que la température du thermostat va être égale à la température du système. Par conséquent, on peut considérer que Txt est égal à T, et par conséquent, on a ici le terme d'entropie échangée qui est égal à delta Q sur T. La dernière chose qu'on doit faire, c'est exploiter le fait qu'on a une phase condensée. Donc pour une phase condensée, on a vu dans le chapitre précédent que delta Q est égal à C fois dt. Alors je remets la démonstration ici. Pour une phase condensée, le volume est constant, donc on a une transformation isochore à chaque fois pour une phase condensée, donc delta U est égal à QV. Et on a vu par ailleurs que pour une phase condensée, on avait delta U qui est égal à C dt. Par conséquent, on a QV qui est égal à C fois delta T. Donc ceci, c'est une transformation générale. Donc pour une transformation infinitésimale, on a delta Q est égal à C fois dt. Par conséquent, vous voyez que ds, qui est égal à delta Q sur T, va être égal à C dt sur T. Et une fois qu'on a ceci, maintenant on peut intégrer. Donc on intègre, là on a fait une séparation de variables comme on faisait en statique des fluides. Ici on intègre de l'entropie dans l'état 1 jusqu'à l'entropie dans l'état 2. Et ici on intègre entre la température initiale et la température finale. On exploite ici le fait que C est une constante pour sortir C de l'intégrale. Et en intégrant, ça va nous donner delta S qui est égal à C fois ln de T2 sur T1. Cette relation-là est à connaître par cœur. Je voulais revenir en expliquant, en fait, je voulais revenir sur un point qui peut-être peut vous sembler bizarre, et en effet, ça l'est s'il n'y a pas davantage d'explications. Oui, ici, ce qui peut sembler bizarre, c'est qu'on considère que donc Tx, c'est la température d'un thermostat, donc par définition, c'est une température fixée. Et ici, en somme, on pourrait avoir l'impression qu'on dit que la température du thermostat est égale en permanence à la température du corps. Donc on pourrait avoir l'impression que la température du corps est une constante, ce qui n'a pas de sens parce que ici le corps on le fait passer d'une température à une autre, donc il y a forcément une variation de température. Ici ce que j'ai passé sous silence, c'est que à cet endroit-là, c'est la température du thermostat qui est bien égale à la température du système, mais pour une transformation qui va être réversible, on va considérer un enchaînement en fait de thermostats dont les températures sont infiniment proches les unes des autres. Donc en fait, on change de thermostat à chaque fois qu'on change de température. Au départ, la température du corps est T1, on va mettre un thermostat dont la température est théoriquement T1 plus une toute petite quantité de température, T1 plus dt. Et une fois qu'on a cette température, on passe à un autre thermostat dont la température va être on va dire T'1 plus dt, ainsi de suite. Donc on a toujours une égalité entre la température du système et la température du thermostat considéré. Voilà, donc je reviens sur ce qu'on a démontré. À retenir, cette formule-là, la variation d'entropie pour une phase condensée idéale. Donc si on a grand C, la capacité thermique du corps considéré, dans le cas où le problème vous fournit la capacité thermique massique, eh bien, il n'y a pas de problème. Là, vous mettez m fois
petit c pour la capacité thermique massique, donc fois ln de T2 sur T1. Juste une remarque en termes d'intuition, en fait, ce que ceci dit, vous voyez que seule la variable T va influer, on n'a pas la variable P ni la variable V. Ça veut dire que le seul paramètre d'état qui va avoir un effet sur la variation d'entropie, pour un solide ou un liquide, pour une phase condensée, c'est la température. Si vous faites varier la pression, si vous faites varier le volume, ben, il n'y a pas d'effet sur une phase condensée idéale parce que nous, on avait déjà vu que la pression et le volume n'avaient aucun effet sur une phase condensée idéale. Ce qu'on trouve bien ici en lien avec l'entropie, en lien avec l'entropie. Remarque, l'évolution isotherme d'une phase condensée est par conséquent isentropique. Ça, c'est juste pour faire travailler le vocabulaire. S'il y a une évolution isotherme, alors T2 est égal à T1, donc si on a Ln de 1, donc ça donne 0. Delta S est égal à 0, ça revient à dire que la transformation, elle se fait sans variation d'entropie. Ce qu'on dit différemment, on peut dire que la transformation, elle est aussi isentropique. Donc on a vu la variation d'entropie pour un gaz parfait, pour une phase condensée idéale, et maintenant on va voir l'entropie pour un changement d'état. Et pour un changement d'état, on a vu que ce qu'on va considérer souvent une entropie, une variation d'entropie massique, comme on avait vu pour l'enthalpie, on avait vu une enthalpie, une variation d'entropie massique, une variation d'enthalpie, pardon, massique dans le chapitre précédent. Donc on considère une masse, petit m de corps pur, qui va subir un changement d'état, qui va passer de l'état physique 1 à l'état physique 2, de manière supposée réversible à une pression constante. Et on sait que à une pression fixée, on a une seule température associée, et ça on l'a vu sur les diagrammes de phase PT des corps purs. On construit toujours sur ce qu'on connaît. Et ici, nous, ce qu'on connaît sur les changements d'état, c'est les variations d'enthalpie. Parce qu'on avait vu que les changements d'état se faisant à pression constante, l'outil qui allait être intéressant, ça allait être l'enthalpie. Donc on sait que sur les changements d'état, on a déjà une grandeur qui est l'enthalpie massique, la variation d'enthalpie massique de changement d'état. Donc on va essayer de construire l'entropie massique de changement d'état sur l'enthalpie massique de changement d'état. Pour ça, je vous ai décomposé la transformation. Donc première question, que vaut le transfert thermique échangé entre le corps pur qui change d'état et l'extérieur? Vous mettez la vidéo sur pause et vous cherchez une minute ou deux. Le changement d'état s'effectuant à pression constante, on peut écrire QP, donc P est là pour insister sur le fait que, pour indiquer que la pression est constante, donc on a QP qui est égal à delta H. Par conséquent, QP est égal à M fois delta petit h. Là, c'est juste un changement de notation. Plutôt que de prendre l'enthalpie, je prends l'enthalpie massique, et par conséquent, ici, je prends la masse du corps pur qui va subir le changement d'état. Deuxième question, en appliquant le deuxième principe au corps pur qui change d'état, exprimer la variation d'entropie en fonction de la variation d'enthalpie massique du changement d'état. Pareil, vous mettez la vidéo sur pause et vous cherchez quelques minutes. J'utilise l'énoncé du deuxième principe, donc delta S, lorsque l'état physique passe de l'état 1 à l'état 2, est égal à la somme de l'entropie échangée et de l'entropie créée. Ici, on a fait l'hypothèse que le changement d'état était réversible. Vous voyez que l'hypothèse de réversibilité, comme je vous l'avais dit, ça permet de faire des simplifications dans les calculs. Donc il nous reste juste le terme d'échange qui est égal à Q sur le thermostat extérieur, et on suppose que il y a un seul ici thermostat. Puisque on fait l'hypothèse que c'est réversible, la température du thermostat correspond à la température du système. Donc on a au final, dans ce cas-là, vous voyez que la variation d'entropie s'écrit de manière simple Q sur T. On peut en déduire, par conséquent, en croisant ici ce qu'on a trouvé et ce qu'on a trouvé au-dessus, eh bien on peut en déduire l'expression qui va relier la variation d'entropie massique et la variation d'enthalpie massique du changement d'état.
Delta S, je peux le remplacer par m fois delta petit s, donc ça c'est la variation d'entropie massique, et ça c'est égal donc à Q sur T. Bien sûr, je simplifie par la masse et il me reste delta petit s est égal à delta H sur grand T. Si vous avez du mal à apprendre la formule, si vous ne savez pas si le T il est au numérateur ou au dénominateur, eh ben vous pensez aux unités. Nous on sait que l'entropie c'est des joules par Kelvin, que l'enthalpie ce sont des joules, donc par conséquent, pour que ce soit cohérent, il faut avoir delta H sur T. Et le fait que ce soit massique, ça va juste rajouter des parts par kilogramme, ici au numérateur, mais on a bien la cohérence des unités. Cette formule, elle est à apprendre par cœur, donc ça c'est la variation d'entropie massique pour un corps pur qui change d'état à la température T. Une remarque de vocabulaire, ça si on veut être rigoureux dans la lecture, dans la dénomination, on peut dire variation d'entropie massique. Ça pareil, c'est une variation d'enthalpie massique. Maintenant, très souvent, ce qu'on peut dire et ce qu'on voit écrit dans les sujets, à la place de ceci, on va juste voir enthalpie massique et à la place de ceci, c'est entropie massique. Maintenant, vous, si vous voulez être très précis, commencez à être très précis et ensuite, petit à petit, vous pourrez élaguer dans votre langage. Mais c'est très difficile de faire les choses de manière inverse. Donc, commencez à être précis et après, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Un petit exercice d'application pour manipuler cette formule et pour développer un petit peu l'interprétation physique des résultats. On donne l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau à 100 degrés. Cette enthalpie massique, on l'appelle aussi chaleur latente de changement d'état. Et ce terme-là, chaleur latente de changement d'état, cette grandeur-là, on la note aussi L. Donc ça, je vous le mets volontairement pour vous exposer à différents types de notations possibles dans les sujets. Donc l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau à 100 degrés, c'est L vap, ça c'est la notation, qui vaut 2660 kJ par kilogramme. Ça signifie que si vous avez 1 kg d'eau à l'état liquide, à 100 degrés, si vous voulez vaporiser entièrement ce kilogramme d'eau, alors il faut apporter une énergie, il faut apporter un transfert thermique dont la valeur vaut 2660 kJ. Vous voyez que LVAP ici est une valeur qui est positive, ce qui est cohérent avec le fait que le système, pour qu'il puisse être vaporisé, il doit recevoir. Donc on doit avoir Q positif par convention. Première question, déterminer la variation d'entropie massique de vaporisation de l'eau. Deuxièmement, comment interpréter son signe. Allez-y, c'est à vous, vous mettez la vidéo sur pause et vous cherchez quelques minutes. Alors, pour calculer la variation d'entropie massique au cours du changement d'état, on utilise la formule qu'on a démontrée. Donc j'ai ceci, c'est simplement une application numérique. On fait attention ici aux unités. Donc aux unités ici, on fait bien la conversion de la température des degrés Celsius en Kelvin. Et enfin ici, on fait attention aux unités. Au numérateur, on va avoir des kilojoules par kilogramme, et avec les Kelvin au dénominateur, ça nous fait des kilojoules par kilogramme, par Kelvin. Il est tentant pour moi aussi de dire moins 1. Donc kilojoules par kilogramme par Kelvin. Ok, deuxième question. L'interprétation ici, elle va se faire sur le signe de la variation d'entropie. Donc si on a une variation d'entropie qui est positive, cela peut s'interpréter de la manière suivante. Donc ça, c'est vraiment avec les mains. Donc cela signifie qu'à l'échelle microscopique, il va y avoir une augmentation du désordre lors de ce changement d'état qui est une vaporisation. Donc ce que vous devez retenir, si vous voulez avoir un petit peu d'intuition sur l'entropie, c'est que l'entropie, ça va refléter, ça va être une mesure du désordre qui se situe à l'échelle microscopique. Ici, on a une variation d'entropie qui est positive, ça veut dire qu'on a une augmentation de l'entropie. Ça, on en est certain. On a une augmentation de l'entropie. Si on essaie d'interpréter, donc ça voudrait dire qu'on aurait une augmentation
du désordre, de l'état désordonné de la matière lors du changement d'état. Donc ça signifierait que on a une augmentation de désordre lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état vapeur. Et ça semble cohérent parce qu'on sait que l'état gazeux est un état qui est plus désordonné que l'état liquide. De la même manière, l'état liquide, il est plus désordonné que l'état solide où tout est bien rangé en quelque sorte. Bien sûr, je mets des guillemets. Dans l'état solide, tout est bien rangé parce que chaque molécule va avoir sa position. Dans l'état liquide, c'est moins rangé, mais c'est quand même plus rangé qu'à l'état gazeux parce que dans l'état liquide, on va avoir un volume donné, on a une forme donnée, mais chaque molécule peut bouger, heu, par rapport aux autres. Et dans l'état gazeux, bah, c'est un état, désordonné par excellence parce qu'une particule, une molécule ne va pas occuper une position, donnée, elle ne va pas rester, proche des autres molécules. Donc c'est bien cohérent et vous voyez qu'on peut, voilà, qu'on peut apporter, un peu d'interprétation, physique dans ces calculs, dans ces valeurs. Ici, je vous ai mis une remarque qui pourra, être utile avec le cours de chimie, alors c'est pas de cette année, c'est de l'an prochain. Je crois que la thermochimie, en tout cas pour moi, elle était, abordée en 2e année. Alors, donc voici la remarque: dans l'unité du système international, donc joule par Kelvin par mol pour l'entropie molaire. L'entropie molaire d'un solide est de l'ordre de quelques unités, celle d'un liquide est de l'ordre de quelques dizaines, et celle d'un gaz est voisine de 200. Ceci est en accord avec l'interprétation microscopique qu'on veut faire de l'entropie, donc en termes de désordre, car l'état gazeux est plus désordonné que l'état liquide, lui-même étant plus désordonné que l'état solide. Alors là, le cours du programme est fini. J'ai rajouté deux compléments. J'ai rajouté un complément de méthode et un complément sur le troisième principe de la thermodynamique. Une remarque de vocabulaire. Deuxième, c'est quand il y a quelque chose qui suit. Second, c'est quand il n'y a plus rien après. Si vous avez, je sais pas, dans une démonstration à l'oral en philosophie, si vous avez que deux arguments, bah, vous allez dire mon premier argument c'est celui-ci et mon second argument c'est celui-ci. Sous-entend, il n'y a rien d'autre qui vient après. Quand vous dites deuxième, ça veut dire qu'il y en a un après. Donc si vous avez trois arguments, à l'oral, il ne faut pas dire mon second principe et, il faut dire mon second argument et, il faut dire mon deuxième argument, c'est ça. Sous-entendu, il y en a un troisième qui arrive. Bien, et bien sûr, cette dénomination, elle vaut aussi dans l'énoncé des principes. Donc, qui dit deuxième principe de la thermodynamique, et parfois dans des ouvrages on dit second, bon, au sens strict, c'est deuxième principe de la thermodynamique, dit qu'il y en a un troisième. Donc ça, c'est un autre complément. Alors, le point méthode. Comment procéder pour faire un bilan d'entropie? Eh bien, faire un bilan d'entropie, en fait, c'est souvent chercher si la transformation, elle est réversible ou irréversible. Pour ça, notre objectif, notre but, c'est de déterminer si SC vaut 0 ou s'il est nul. Alors si SC, ce que je mets ici, si SC est strictement négatif, bah ça viole le deuxième principe, ce qui est pas possible. Ça veut dire que la transformation, elle est impossible, elle est interdite par le second principe. Donc puisque le but c'est de déterminer SC, bah ce qu'on fait, on calcule d'abord la variation d'entropie, delta S, et pour ça on utilise des expressions qu'on a trouvées, qu'on a vues pour le gaz parfait, donc celles-ci ne sont pas à connaître, ou pour la phase condensée idéale, celle-ci est à connaître. Donc on calcule d'abord delta S. On est capable ensuite de calculer l'entropie échangée. Ici j'ai oublié un petit E. Donc on calcule l'entropie échangée SE. Alors là on fait attention pour l'entropie échangée, on n'a pas le choix pour le chemin. On a le choix du chemin pour la variation d'entropie parce que ce terme-là, ne dépend pas du chemin suivi parce qu'on a un grand delta et que S ne dépend pas du chemin suivi. En revanche, le terme d'entropie échangée, lui, dépend du chemin suivi. Donc là, on n'a pas le choix et on le calcule par la somme des transferts thermiques divisé par les thermostats, les températures des thermostats en lien avec lesquels les transferts thermiques s'effectuent. Donc ici, on a le choix pour le chemin, ici, on n'a pas le choix. Et ensuite, en exploitant bien l'énoncé du deuxième principe, on déduit que SC c'est égal à delta S moins SE. Si SC est positif, la transformation est irréversible.
Si SC est égal à 0, la transformation est réversible, et si SC est strictement inférieur à 0, la transformation est impossible. Complément, le troisième principe de la thermodynamique, aussi appelé principe de Nernst, dit que l'entropie d'un corps pur tend vers 0 quand la température tend vers 0. Alors ici, vous voyez, c'est l'entropie, hein, c'est pas la variation d'entropie. Donc l'entropie d'un corps pur tend vers 0 quand la température tend vers 0. Ça, on peut l'interpréter en termes microscopiques. Quand l'entropie tend vers 0, on va avoir un solide, c'est un cristal, et dans un cristal parfait, on connaît la position, parfaite de chaque particule, et puisqu'on connaît la position parfaite de chaque particule. Donc là, on la connaît, parfaitement puisqu'on est à 0 Kelvin, il n'y a pas d'agitation. Donc on connaît parfaitement, c'est idéal, hein, mais on connaît parfaitement la position de chaque particule, et dans le cas où chaque chose est bien à sa place, tout est bien rangé, il n'y a pas de désordre, et donc ça peut s'interpréter avec le fait que l'entropie tend bien vers 0. Donc avec ce principe-là, on arrive bien là aussi à l'interpréter en termes de désordre microscopique. On résume ce qu'on a vu dans ce chapitre-là sur le deuxième principe. En termes de savoir, il faut être capable d'expliquer la nécessité, l'intérêt du deuxième principe. Donc ça, je vous rappelle, c'est de donner un sens aux transformations. C'est pour ça que dans ce principe-là, on n'a pas une égalité, mais on a une inégalité. Être capable de citer des causes d'irréversibilité, être capable bien sûr de citer le deuxième principe de la thermodynamique. Donc là, cette citation, elle est mathématique, hein, surtout. Être capable de connaître le deuxième principe dans le cas d'un système isolé ou d'une transformation adiabatique. Connaître les lois de Laplace, moi je vous conseille d'en connaître une et de savoir retrouver les deux autres. Et très important, leurs conditions d'application, c'est gaz parfait, adiabatique, réversible. Connaître l'expression de la variation d'entropie pour une phase condensée idéale, ça c'est ce qu'on a vu lors de cette séance. Et connaître l'expression de l'entropie de changement d'état en fonction de l'enthalpie de changement d'état, c'est ce qu'on a vu aussi lors de cette séance. Donc à connaître par cœur, c'est deux formules plus cette formule-là. Donc si on résume, en fait, il y a combien de formules à connaître? Il y a le deuxième principe, une loi de Laplace, l'expression pour une phase condensée et l'expression pour un changement d'état. Donc ça fait 4 formules pour ce chapitre. Ensuite, en termes de compétences techniques sur le savoir-faire, donc il faut être capable de réaliser un bilan d'entropie, exploiter le deuxième principe. Donc vous voyez que ce savoir-faire, en fait, c'est un sac dans lequel on peut mettre beaucoup de questions. Exploiter les lois de Laplace. Là, la difficulté, elle est liée à la manipulation des exposants, des puissances gamma ou gamma moins 1 ou moins gamma. Exploiter l'expression fournie de la variation d'entropie pour un gaz parfait. Être capable de calculer l'entropie créée, de dire ce que ça implique en termes de réversibilité ou d'irréversibilité, et dans le cas où c'est irréversible, toujours pareil, on porte un regard critique sur notre résultat et on se pose la question, hem, quelles sont les causes d'irréversibilité dans la transformation que j'ai étudiée? Effectuer un bilan d'entropie lors d'un changement d'état, donc ça, c'est en lien avec la méthode. Donc vous voyez qu'en fait, tout tourne toujours un peu autour des mêmes choses, et aussi être capable d'interpréter qualitativement une variation d'entropie en termes de désordre microscopique. Voilà, j'espère que c'était clair, que vous voyez un peu l'architecture du cours, que vous voyez les objectifs, que vous voyez certaines formules qui se dégagent, et s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.